tous les gens qui me voient passer, parce que je suis quand même la dernière de ma course à ce moment-là, ils me voient passer, ah c'est bien, faut pas lâcher et tout. Et plus j'avance et plus je dis non, mais de toute façon là, c'est mort en fait. J'ai arrêté de regarder ma montre. Et pour moi, en fait, même si je cours jusqu'au bout, je ne passerai pas. Je vais être DNF en fait, parce que je n'arriverai pas à franchir la barrière avant 15h15. On arrive, il y a une grande ligne droite à travers les champs, et puis là, pouf, on bascule dans le village, j'entends le speaker, j'enlève un écouteur, je dis mais qu'est-ce qui se passe ? Je traverse la route pour arriver sur le point de ravitaillement, et là le speaker annonce « Félicitations à la dernière concurrente qui franchit la barrière horaire 2 minutes avant. » Pardon ? Mais là j'ai fini, moi, je vais pas plus loin, de toute façon j'ai plus de jus quoi, enfin... J'attaque cette dernière ascension en sentant mais vraiment que mon corps il est fatigué quoi. Mon corps est fatigué, j'ai déjà fait cette ascension. Je monte, puis il y a un moment en fait où j'ai pris un 220 volts dans le corps. Ça c'est vraiment pas bien, mais d'un coup en fait. C'est-à-dire qu'il y avait de la douleur jusque-là et de la fatigue, mais rien m'empêchant de mettre un pied devant l'autre. Et là, à ce moment-là, c'est comme si mon corps, j'avais pris, je sais pas, un bus dans la tronche, et là, il me dit « Stop, t'iras pas plus loin ». Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode et cette nouvelle saison de Course épique. Avant toute chose, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos messages quotidiens de soutien, de suggestions d'invités auxquels je réponds systématiquement avec grand plaisir. C'est une grande chance pour moi, alors n'hésitez pas, continuez. Vous l'avez peut-être remarqué, mais Course épique est désormais disponible chaque semaine. Je vous donne donc rendez-vous chaque mercredi pour un nouvel épisode. Nous aurons donc le plaisir de nous retrouver plus régulièrement que jamais. Si vous voulez aider Course épique à continuer de se développer, il y a 2 choses très simples que vous pouvez faire et qui font vraiment la différence. Si vous êtes possesseur d'un iPhone, prendre 1 minute pour rédiger un avis sur Apple Podcast, même une très courte phrase, tout commentaire, même de quelques mots est très bénéfique pour le classement du podcast et me permet de convaincre un peu plus chaque jour de super invités de venir partager avec nous leur course épique. Et pour le reste, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite et à continuer de parler de course épique autour de vous, dans un café, lors de vos entraînements, sur une course, qu'elle soit épique ou non, ou encore sur les réseaux sociaux. Place à notre épisode d'aujourd'hui dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Laetitia Pégouri, une coureuse amatrice qui va partager avec nous son rêve de finir le Trail Noir, un trail de 82 km qu'elle avait préparé avec le plus grand soin. Mais ce jour-là, comme c'est parfois le cas, la course en avait décidé autrement. Victime notamment de conditions météo très défavorables pour cette période de l'année, Laetitia a pris la difficile décision de mettre fin à sa course après 63 km de combat, le cœur alors aussi lourd que ses jambes. Elle partage avec nous dans cet épisode cette désillusion, source aussi de beaucoup d'enseignements et de belles promesses pour la suite de ses aventures en trail. Mais je ne vous en dis pas plus. Laetitia va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, Autostop. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute. Bonjour Laetitia, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course épique, comment vas-tu ? Bien, merci, bonjour, ravi d'être ici. Écoute, moi aussi, je suis ravi de te recevoir. Avant qu'on parle plus particulièrement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Brièvement, 1m20 les bras levés, non je rigole, 1m56, 35 ans, grosse sportive depuis à peu près 4-5 ans, je suis en région parisienne depuis l'année dernière et puis j'en profite du coup pour découvrir ce qui se passe en Île-de-France en même temps. Plein de beaux endroits pour courir en Île-de-France. Oui, il y a quand même de jolis endroits, il n'y a pas que du béton, c'est faux, j'annonce, le bois de Vincennes est un endroit magnifique. C'est vrai. Laetitia, est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport quand tu étais plus jeune, enfant, ado ? Par quoi tu as commencé ? Alors, enfant, ado, moi, je suis une petite danseuse, donc j'ai fait quand même 12 ans de danse, ce qui m'amène très très loin de ce que je fais actuellement. Je me suis éloignée de ça. Après, on va dire, j'avais été un peu saturée au niveau du sport, donc pendant 3-4 ans, j'ai levé le pied, je suis revenue sur un peu de course à pied, mais c'était vraiment pas ma tasse de thé. Et puis j'ai commencé à découvrir, on va dire, un peu avant la trentaine, le crossfit. Et là, j'ai redécouvert le sport sous un autre angle. Et en 2008, j'ai décidé de tenter mon premier trail.
Et là, ça a été le coup de foudre complet avec cette activité. 2008 ou 2018 2018, pardon, D'accord. c'est vrai. En 2018, voilà, j'ai dit, bon, j'essaye. Et j'ai fait une première course, 12 km. Et en fait, je suis montée 12, 18, 20, 25. Et puis, un an plus tard, je partais sur mon premier 70. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé? On t'a proposé, c'est une opportunité qui s'est présentée? C'est une opportunité, c'est une relation du passé. C'était un peu pour essayer par rapport à la personne avec qui j'étais à l'époque. Et en fait, j'ai gardé l'activité, mais j'ai pas gardé le copain en question. Tu as fait un peu le ménage. Et qu'est-ce que tu as ressenti sur ta première course? Ça fait quoi de se lancer dans une première compétition? C'était tellement euphorisant, en fait. J'avais jamais découvert ces sensations-là sur un sport avant. Il y avait du plaisir quand même, mais là, il y avait quelque chose de plus. Il y avait vraiment quelque chose de plus, et je pense que c'est le phénomène nature qui m'a vraiment rapproché de cette activité. Donc c'est plus le trail que la course sur route qui t'a appelé dès le début? Oui, parce que de la course sur route, j'en ai fait presque depuis mes 20 ans, mais j'ai jamais accroché. C'était vraiment pas un plaisir. Et quand j'ai découvert le trail, je me suis beaucoup rapprochée de la course sur route parce que pour préparer du trail, en fait, il faut énormément de travail de fond et de course sur route. Est-ce que tu as nourri assez tôt l'envie d'aller sur des longues distances? Parce que tu m'as dit l'évolution a été rapide. Est-ce que dès le début, tu sentais que tu allais aller vers ça? Ou ça a été vraiment au fur et à mesure, tu as rajouté kilomètre après kilomètre au gré des courses quand j'ai fait les premières courses, je pensais pas être capable d'être à l'aise sur des 12-14 km. Et très rapidement, je me suis rendu compte que quand ça s'arrêtait, c'était trop court pour moi. Donc, je suis partie sur des 30. Et les 30, c'était bien, mais c'est pareil, il m'en manquait encore un peu. Et là, manquait quoi quand tu dis trop court pour toi? Ça veut dire quoi? J'avais l'impression que quand ça s'arrêtait, j'avais un goût de trop peu, quoi. Au bout de 3, 4, 5 heures, c'est déjà fini, mais c'était trop bien, j'ai pas vu le temps passer. Pourtant, il y a quand même l'effort physique derrière, mais j'avais pas vu le temps passer. Donc, j'ai décidé de me lancer des nouveaux objectifs. Je suis partie sur un premier 48 km. Et puis j'ai fait ah ouais non mais c'était génial pendant 7 heures, j'en veux plus quoi. Et là je suis partie sur un 70 connu qui à la base s'appelle l'Infernal 60 du Trail des Vosges et qui est en ce moment là je crois, qui a lieu d'ailleurs ce week-end. Et en fait dans l'idée eh bien je me suis dit bon on va tenter une distance qui pourrait me prendre facilement 10 à 12 heures quoi. Et quand j'ai visé l'objectif 10 heures, parce que c'est ce que je ressentais, on m'a dit « Non, mais t'es folle, 10 heures, c'est impossible, tu passeras jamais, tu vas exploser en vol. » Et je l'ai passé en 10h07. Joli. T'as connu, donc tu nous l'as dit, une évolution rapide, comme souvent quand une passion se révèle. T'as été même d'ailleurs assez étonné par les beaux résultats que t'as pu avoir, ce qui a été, je pense, une source de motivation additionnelle pour toi. Le Covid, il a un peu marqué un coup d'arrêt dans cette dynamique, comme pour beaucoup d'entre nous, mais je pense que toi, ça a été aussi un petit coup de frein sur la pédale. Ouais, le Covid a définitivement détruit des beaux projets que je pouvais avoir sur l'année 2020. Je devais courir l'Eco-Trail de Paris en mars 2020. J'apprends 6 jours avant que la course est annulée pour les raisons qu'on connaît. À ce moment-là, on n'a pas conscience que ça va durer aussi longtemps. On se dit « Ah, c'est bon, ils vont nous embêter avec leur virus ». Sauf qu'un an et demi après, le virus, il est toujours là. On a repris la vie sportive, mais honnêtement... Avec une telle coupure sur la partie compétition, ça a une incidence et je pense que ça se ressent chez les amateurs comme chez les professionnels. C'est vraiment difficile de revenir quand on a été contraint à l'enfermement. Même si j'avais mon vélo, même si j'avais mon home trainer, les heures de montagne, quand on les perd, on perd tout ce qu'on a gagné en fait avec. Et de revenir plus tard sur de longues courses a été du coup plus compliqué. Je pense aussi que il y avait une perte un peu de... Bon, c'est un peu exponentiel quand on commence à se lancer sur l'augmentation des distances. On sent qu'au niveau du corps, il y a quelque chose qui se développe. Et quand on l'arrête, le problème, c'est qu'on n'a pas conscience qu'il faut qu'on recommence depuis le début. À ce moment-là, on se dit, c'est bon, je me suis arrêtée là, ça va passer, mon corps, il va reprendre à peu près à cet endroit-là. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pas du tout. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu frustrant sur ce domaine. Mais bon, dès qu'on a eu l'opportunité de retourner à l'extérieur, moi je me souviens, au mois de juin, j'étais repartie déjà dans les montagnes, me faire des 20-25 km toute seule, des kilomètres verticales, juste parce que j'étais contente d'être à nouveau dehors, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui est déterminant pour toi pour choisir les courses auxquelles tu vas participer? Comment tu choisis? Qu'est-ce que tu vas privilégier comme critère? Il y a un petit critère popularité, mais vraiment léger, parce que quand c'est trop populaire, il y a trop de monde, et moi, j'aime pas les bouchons dans les goulots d'étranglement, ça m'a jamais intéressée. Il y a aussi le côté localisation.
Souvent, je les choisis à des endroits où le terrain me parle, où il y a quelque chose qui est important pour moi. Et puis, il y a le côté économique. On ne va pas se le cacher. Quand on est sportif amateur, on ne peut pas se permettre de mettre un budget fou dans des dossards. Donc, il faut faire des choix, que ce soit pour le choix de la course, pour toute la logistique autour. Est-ce qu'on a quelqu'un sur place qui peut nous héberger? Combien on va mettre dans le trajet? Combien de jours il faut qu'on y soit? Donc, tout ça, ça rentre un peu en ligne de compte. Il y a des objectifs qui se dessinent en fonction de ce qui est possible de faire ou pas. C'est sûr que j'aimerais beaucoup partir à La Réunion, mais je ne peux pas. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu considères tes points forts et puis tes points d'amélioration, que ce soit d'un point de vue physique ou mental? J'imagine que tu as pas mal analysé et puis la course que tu vas nous partager avec nous aujourd'hui a sûrement contribué aussi à le faire. Comment est-ce que tu te situes sur ces critères d'ordre physique et psychologique aujourd'hui? T'en es où? Je dirais qu'au niveau des points forts, on va dire j'ai un gros mental pour les courses. Il y a un moment où la notion de résistance à la douleur permite complètement dans mon cerveau et en fait je n'écoute plus beaucoup mon corps. Chose que effectivement j'ai décidé de faire sur ma dernière course, mais quand j'ai couru la Saint-Élion en 2019, je suis arrivée au bout de ma course, je boitais. J'ai mis 1 mois avant de pouvoir retourner courir. Je m'étais abîmé le genou gauche et parce que j'avais décidé de ne pas écouter mon corps et que je voulais à tout prix passer ma finish line. Aujourd'hui, avec du recul, un peu d'âge et un peu d'expérience, pour éviter de perdre 1 mois à ne pas faire de sport parce qu'on est têtu et qu'on va aller au bout, je pense que oui, il est important de s'arrêter peut-être parfois au bon moment. C'est une décision difficile de devoir s'arrêter quand on est sur un parcours. C'est même la pire, je dirais. Mais voilà, je suis butée et avec du recul aujourd'hui, je suis plus réfléchie. En point faible, je suis tout aussi butée. Donc parfois, je vais pousser un peu loin là où il ne faudrait pas que je le fasse. Mais il y a aussi, je sens que j'ai j'ai pas de préparateur physique. Donc c'est sûr que parfois, je manque peut-être un peu de certains éléments et je n'ai pas de préparateur physique parce que je ne veux pas la contrainte du résultat qu'il peut y avoir derrière un préparateur physique. C'est ce que j'ai vécu en faisant 12 ans de danse en compétition. C'est Trop de pression. Ouais, la pression aujourd'hui ne m'intéresse pas. Je veux conserver que le plaisir d'arriver au bout, même si j'y suis arrivée par mes propres moyens, même si ce n'étaient pas les meilleurs moyens, mais au moins je garde toute la satisfaction. Est-ce que tu peux nous parler de l'accomplissement que tu trouves dans la course à pied aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie? Quand je pars sur du 50 ou 70 km, pour l'instant, c'est un peu mes distances max. Il y a un réel accomplissement physique et il y a quelque chose de psychologique qui se décroche de chacune de ces courses. J'en ressors grandi, je ne pourrais pas expliquer comment. Je pourrais juste dire qu'à chacune de ces courses, il se passe beaucoup de choses dans la tête. Quand on se retrouve seul dans les sentiers, comme ça, il se passe beaucoup de choses dans notre tête. Et des heures et des heures et des heures à penser à des tonnes de décisions qu'on a prises, qu'on va prendre, qu'on pourrait peut-être prendre, qu'on aurait dû peut-être prendre. Et puis, on va pas se le cacher, quand on arrive au bout et que tout se relâche, la vague d'endorphine qui nous envahit fait énormément de bien, mais ça fait du bien aussi, des fois, d'accomplir des choses qui paraissent impossibles pour le commun des mortels. Et courir pendant des heures... Pour la majorité des gens qui m'entourent, c'est complètement fou, voire idiot. Après, oui, quand je décide juste d'aller courir 1h30 sur les bords de Marne, il y a un réel... Enfin, je rentre, si j'avais une mauvaise semaine dans les jambes, elle a disparu, dans la tête, elle a disparu. Ça libère beaucoup. Alors oui, l'endorphine, tout ça, on le sait, hein, mais non, ça libère. Je trouve qu'on évacue énormément d'énergie négative dans ce sport. Merci beaucoup pour cette présentation, Laetitia. On va maintenant passer à la basket chinoise, qui est un portrait chinois version sportif. La première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu? Alors, c'est très marrant, mais si j'étais un personnage fictif, je serais la fée Clochette. Ok. C'est une image auquel on m'a identifiée d'ailleurs pendant énormément d'années. Et je pense que je m'y retrouve encore, toute petite, qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup de bruit. Ça me ressemble... Tu sais voler? J'aimerais bien, hein. Ça me simplifierait, ça me simplifierait beaucoup la vie. Non, je sais pas encore voler, mais même si on m'a parfois dit qu'effectivement je volais dans les sentiers, c'est l'idée. Ouais, c'est toute petite, à petit ressort, avec sa petite couette. Ça me ressemble beaucoup. Beaucoup d'énergie. Ouais. Deuxième question de cette basket chinoise, si tu étais un animal, qui serait-il?
Alors, jusqu'à il y a quelques jours, j'aurais voté pour un insecte qui s'avère être le scarabée, parce que je ne cours pas vite, mais je cours longtemps. Et quand j'ai posé la question à mon conjoint, il m'a fait énormément rire. Il m'a dit, toi, mais t'es un petit marcassin. Il me dit, tu fonces tout droit, tu réfléchis pas, tu te retournes pas. Bon, alors du coup, entre les deux, le cœur balance. Mais je pense que dans l'idée, il a pas tort. Effectivement, c'est vrai que quand j'ai un but en tête, il n'y a pas grand-chose qui peut m'arrêter. T'es un marcabé alors, on va dire. Oui, c'est ça, un petit marcabé. Un animal pour toi. Dernière question de cette basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif qui a une source d'inspiration particulière pour toi ? Il y en a un qui a une source d'inspiration qui en ce moment traverse une passe difficile pour lui. Je te vois venir. Voilà, c'est notre petit Xavier Thévenard qui a eu l'immense courage d'annoncer ce qui lui était arrivé et pourquoi aujourd'hui il a autant de difficultés à revenir sur les podiums. C'est très difficile ce qu'il traverse. Ma maman a eu la même chose. Pour peut-être expliquer à nos auditeurs, Xavier Thévenard, ce petit bonhomme fantastique qui a fait des podiums incroyables, a été touché par la maladie de Lyme et il a beaucoup de difficultés aujourd'hui à reprendre son niveau physique. Et il faut savoir que c'est une maladie qui mentalement aussi fait perdre énormément de confiance en soi. Il a été touché par une des allèles la plus virulente apparemment et bon, on a bien vu que sur l'UTMB malheureusement ça a été compliqué pour lui, mais je trouve qu'il a une belle personnalité, il est resté extrêmement humble, extrêmement simple, il reste dans sa petite campagne, il est en train de rénover sa maison. J'ai vu des photos hier. Ouais. C'est magnifique. Et ça donne envie d'aller faire un petit bed and breakfast et d'aller passer la soirée là-bas. C'est exactement ça. Avec un petit coucher de soleil, je pense que ça doit être absolument magnifique. Donc, Xavier, si tu nous entends, on prend une option. On voudrait bien venir pour le bed and breakfast. Mais oui, on lui souhaite beaucoup de courage. Et puis c'est un grand athlète, un grand champion. C'est sûr qu'il va revenir. Et puis je pense que le fait d'avoir exprimé aussi ce qu'il vit doit l'aider aussi dans son chemin de la reconstruction. Et puis voilà. Je suis convaincu que les performances vont revenir très vite. Un tel champion ne va pas se laisser abattre de la sorte. Merci beaucoup Laetitia de t'être frottée à cet exercice de la basket chinoise. On va maintenant parler de ta course épique, le Trail Noir. Quelques mots introductifs pour présenter cette course qui plante son décor dans le cadre du Trail EDF Sunnis Tour 2021 qui propose à ses 1400 participants 5 parcours de trail allant de 12 à 82 km, une randonnée de 12 km et également une course enfant. Tu t'es inscrite, toi Laetitia, sur le Trail Noir, un trail de 82 km et 4700 mètres de dénivelé positif sur laquelle vous étiez en petit comité puisque la course comptait seulement 160 participants. L'itinéraire de ce Trail Noir s'inscrit au cœur de la vallée de la Haute-Maurienne vanoise et propose aux coureurs des espaces sauvages, des passages de haute montagne avec un point culminant au col de la Mette à 2731 mètres, c'est précis, et des points de vue privilégiés sur les sites du lac du Mont-Cenis et de la Vanoise. Pour la première fois, à l'occasion de cette édition 2021, les participants, je ne sais pas si tu le savais, mais ils avaient la possibilité de se qualifier pour les premiers championnats du monde de plugging qui se tiendront cet automne dans le Piémont en Italie. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, le plugging, c'est une pratique qui se développe depuis quelques années maintenant et qui combine la course à pied et la collecte de déchets. L'idée est donc d'effectuer sa sortie running munie d'un sac afin de récupérer les déchets rencontrés à terre sur son parcours. Voilà en quelques mots ce qu'il faut avoir en tête sur la course épique que tu vas partager avec nous aujourd'hui. Avant de rentrer plus dans le détail de cette grande aventure que tu as vécue, place à la question qui pique de course épique, une question piège que je pose habituellement à mes invités. Cette question qui pique concerne la discipline que je viens juste d'évoquer, le plugging. Ce néologisme plugging, il est issu de la contraction du mot jogging et du verbe ploka up, qui signifie ramasser. Est-ce que tu saurais me dire quel est le pays d'origine de ce mouvement et donc de quel pays est d'origine le verbe ploka up, qui signifie ramasser? Ça s'écrit P-L-O-C-K-A, up, U-2-P, pour t'aider. Rien que pour le principe, je dirais que ça doit venir peut-être de l'Europe du Nord, un de ces pays très portés sur l'écologie, l'écosystème, la préservation de l'écosystème. Donc j'hésite entre... Tu chauffes, t'es brûlante même. J'hésite entre Norvège, Finlande, Suède, mais par là, parce que pour moi c'est vraiment... Ou Danemark peut-être, mais c'est vraiment ces pays-là. Ils ont une sensibilité particulièrement marquée effectivement pour ces sujets. Sur ce domaine. Ouais. Bah, effectivement, c'est la Suède. Donc le mouvement, il a été lancé en 2016 et il s'est largement internationalisé depuis, et notamment en France, grâce au travail de Nicolas Laumenier, qui est à l'initiative de l'association Run Ecoteam, qui compte des ambassadeurs dans 84 pays et qui revendique aujourd'hui plus de 150 000 membres. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a d'ailleurs relayé une vidéo de Nicolas sur son compte personnel, donnant ainsi une grande visibilité à cette initiative, et c'est tant mieux. Pour la petite histoire, le constat est malheureusement assez triste. Le plugging peine à décoller dans son pays d'origine, d'après l'équipe. C'est eux qui ont eu cette information. La plupart des Suédois n'ont en effet jamais entendu parler de ce mouvement, et rares sont ceux qui pratiquent cette activité aux grandes dames de son inventeur, Erik Hallström. 3 ans après sa création, son association ne compte en effet qu'une 60aine de membres et n'a pour le moment pas réussi à décrocher la moindre subvention publique. Donc c'est assez étonnant, ça vient de là et puis finalement, ça n'a pas été embrassé par la population locale. Pour en revenir aux bonnes nouvelles, sache quand même que grâce au plugging, tu te dépenses plus. Là où un jogging de 30 minutes fait brûler à une personne moyenne 235 calories environ,
Avec le plugging, tu vas en brûler 53 de plus, d'après le Washington Post. Voilà, c'est un petit argument de plus pour se lancer et contribuer à préserver la nature, si le cœur t'en dit et si le cœur en dit à nos auditeurs. Allez, c'en est fini de cette question qui pique. Bravo, t'as trouvé quand même. En tout cas, t'avais trouvé la zone géographique. J'ai trouvé la zone. On va maintenant parler de ta course épique, Laetitia. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de la façon dont est née cette idée de participer à ce trail noir l'été dernier ? Noël 2019, je suis partie passer les vacances de Noël avec mes parents à Valseny. Donc, à savoir que c'est une magnifique station de ski en hiver, très familiale. Qui te rappelle de doux souvenirs ? Qui me rappelle de beaux souvenirs, puisque j'ai appris à faire du ski là-bas. Je suis retournée plusieurs fois avec mes parents. J'y suis retournée en été et en hiver. J'aime beaucoup cette station. Et puis, j'ai appris par un collègue que, en fait, il y avait une course au mois d'août qui avait lieu là-bas. Et il faut savoir qu'en France, pendant l'été 2020 du Covid, c'est une des rares organisations qui a eu le droit de produire sa course avec des contraintes sanitaires parce qu'elle rassemblait une très faible quantité de coureurs, très peu de personnes sur chaque course. Pour exemple, nous, on était 160 inscrits, il y avait un maximum de 200 dossards sur cette course. Donc effectivement, je me suis dit, si le Covid continue, au moins cette course, je pourrais la courir. Et après, je savais que pour passer un tel défi, à savoir la barrière des 50 miles de l'ultra, il fallait quand même que j'ai un affect sur le lieu sur lequel j'allais me trouver pour les moments de moins bien. Donc je me suis dit, bon, allez, on va se lancer. C'est une belle course, c'est une petite organisation, ça a taille humaine, c'est familial, ça va forcément être bien. L'endroit est joli, on y va. Tu nous as parlé un petit peu tout à l'heure des distances sur lesquelles tu t'étais essayé. Comment ça s'était passé sur des distances qui étaient sensiblement approchantes de ces 82 km jusqu'à maintenant ? Eh bien, je m'étais arrêtée donc à l'Infernal 60 qui fait 70 km en septembre 2019. Ça s'était extrêmement bien passé. Là-dessus, en décembre 2019, j'avais fait la Saint-Élion. Ça s'était légèrement moins bien passé, mais je savais que la préparation n'avait pas été à la hauteur de la distance, on dira, pour des raisons professionnelles. Et du coup, je me suis dit, j'étais censée faire l'Éco-Trail de Paris en mars 2020. Le 80 ? Le 80, en mars 2020, pour me relancer justement sur cette distance avec moindre dénivelé. Et je me suis dit, bon, avec une bonne préparation, si tu t'y mets plus à l'avance que d'habitude, si tu travailles bien ton vélo, si tu vas au gravel comme casquette verte spéciale. Petite dédicace pour Alex. Petite dédicace, voilà. Normalement, si un mec comme lui il peut faire ça en vivant à Saint-Mandé, toi, tu devrais arriver à en faire au moins une qui fait la moitié de ses courses. Bon, j'étais pas trop loin de la vérité. Mais ouais, il y a d'autres éléments qui sont venus se mettre dans le chemin de cette course. Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu aimes vivre visiblement des expériences individuelles, aller sur des petits comités, te retrouver, etc. Sur cette course-là, tu étais toute seule aussi, tu t'étais inscrite en solitaire et c'est vraiment un choix délibéré pour toi et c'est super important de vivre ces moments seul. Oui, c'était un choix de dossard individuel parce que c'est vrai que sur le trail, c'est un peu chacun sa musique, chacun son rythme. On n'a pas tous la même manière de réagir en fonction des kilomètres, de la température, de la fatigue, du lever et du coucher du jour. Donc moi, j'ai toujours opté pour l'inscription seule en fait sur mes grandes distances parce que je sais aussi comment je peux être quand c'est un coup de moins bien et j'ai pas forcément envie de faire subir ça à quelqu'un qui est à côté de moi sur le sentier. Tu deviens désagréable, tu deviens triste. Je pense que je peux devenir fermé. Désagréable. Je peux, comme tout le monde, je peux avoir mes coups de bougon, mes coups de, je vais râler sur tout, même un caillou qui vient de me taper dans la chaussure, voilà. Mais voilà, c'était un défi vraiment personnel et individuel sur cette distance-là parce que voilà, il y avait les 50 miles et je tenais à passer vraiment cette barrière. Elle avait une grosse signification pour moi. Est-ce que tu peux nous parler de ta préparation qui a été vraiment très studieuse et puis nous en livrer un peu les différentes composantes ? Tu avais d'ailleurs fait le choix de venir sur place 15 jours avant pour vraiment t'imprégner du lieu. Quels étaient un peu les objectifs de cette arrivée sur les lieux du crime, j'ai envie de dire, et puis voilà, de toute ta préparation, voilà, tu as fait ça en tout cas avec beaucoup d'applications. J'ai décidé de partir sur une préparation de 10 à 11 semaines, ce qui pour moi est énorme parce que j'avais jamais été au-delà de 8 semaines pour préparer une course. J'ai dû préparer l'essentiel de ma course à Paris, donc dans l'Est parisien, terrain d'entraînement le Bois de Vincennes dans sa majorité.
terrain de dénivelé, le gravel en mode hamster en cage pour faire des allers-retours. Mais j'arrivais quand même à mettre 500 D+ sur une sortie alors qu'on est à Paris. Pas facile. Pas évident. Et puis effectivement, j'avais pris l'option, cette course montant quand même à 2700 mètres de dénivelé pour les points les plus hauts. Je m'étais dit, je suis obligée de partir au moins 2 semaines à l'avance, ne serait-ce que pour acclimater mon corps, pour l'oxygénation, pour me réhabituer à la montagne. Je ne vis plus en altitude, donc effectivement, c'était nécessaire de partir suffisamment tôt et surtout, par contrainte professionnelle, le bloc montagne que certains font peut-être 1 mois et demi avant, moi, j'avais pas d'autre solution que de le faire dans les 2 semaines qui précédaient la course. C'était pas grave, ça m'a pas empêché de préparer tout ça. Et donc, ma première semaine sur les 2 semaines passées en montagne était exclusivement consacrée à la grimpette de tous les futurs pics de ma course, sans aller forcément au bout, mais juste pour voir si déjà j'avais l'endurance pour passer 900 D+, 600 D+, d'un coup sur du 5%, 10%, 15%, savoir comment mon corps réagissait, est-ce que j'arrivais en haut. Il faut savoir que j'ai un profil diabétique et que donc je ne vais pas forcément réagir comme tout le monde. Profil parce que c'est héréditaire, mais c'est pas encore développé chez moi, donc je peux faire des coups de calgon comme un diabétique sur une grosse course, mais j'ai pas de traitement, j'ai pas d'insuline. J'ai juste un choix de gestion de tous mes apports et du coup, il fallait absolument que je sache comment j'allais me comporter. Sauf que toute cette semaine-là était absolument géniale, faite sous 20 à 25 degrés, avec un soleil superbe. Et donc, les jambes, oui, elles savaient monter. Après, le corps, il réagit autrement en fonction des circonstances et de l'heure. Pour revenir sur ta préparation, est-ce que tu avais fait des choses spécifiques sur la course de nuit ? Est-ce que c'est un exercice sur lequel tu étais familière ? La course de nuit, je savais que j'étais à l'aise. C'était pas quelque chose qui me dérangeait beaucoup. La pénombre, de manière générale, courir à la Petzelle, les 15 heures de la Saint-Élion m'avaient quand même bien rodé à l'exercice, même si c'était loin. Je savais que c'était quelque chose qui me gênait pas, en fait. Avancer sur le faisceau lumineux, tout ça. Il y a des gens que ça perturbe, il y a des gens qui perdent toute leur motivation quand ils sont dans le noir et qui n'y voient rien. Moi, je me sens étonnamment sereine au milieu du sentier, en pleine nuit. Sachant que là, on est dans un secteur balisé, que c'est encadré, ça m'inquiétait pas du tout. Et la première partie de course était quand même relativement large, peu accidentée. Donc, elle s'adaptait relativement au fait que le jour allait pointer 4 heures après le départ de la course. On l'a entendu, en termes de préparation physique, tu as fait ce qu'il fallait. Dans quel état d'esprit tu te sens ? Quel est ton niveau de confiance à quelques heures de prendre le départ de cette course ? Alors, je dirais à 1 semaine du départ de la course, mon niveau de confiance il est plutôt bon. J'ai mangé 5000 mètres de D+, sur la semaine. J'ai mal nulle part. J'ai pas de syndrome rotulien alors que la montagne, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Je me suis pris une bonne gamelle dans ma semaine de préparation quand même. J'ai été manger un peu les cailloux avec les genoux, sinon c'est pas drôle. Hein. Le problème quand on court beaucoup à Paris, c'est qu'on a oublié que les souches, il fallait lever les pieds. Voilà. Mais après, à quelques heures de prendre le départ, là par contre ça bascule dans le sens où on nous annonce la météo. Et la météo, ça c'est quelque chose auquel on ne peut jamais se préparer. Avec quel objectif tu te présentes sur ce trail noir ? Est-ce que c'est finir à tout prix ? Est-ce que c'est t'en mettre plein les yeux ? Essayer de repousser tes limites le plus loin possible ? Qu'est-ce que tu cherches à accomplir ? En prenant le départ de cette course, c'est une bonne gestion d'effort. À ce moment-là, j'ai même pas le focus sur la barrière horaire. Je me dis que ça passe. Donc c'est une bonne gestion de l'effort. Prendre quand même du plaisir. L'idée, c'est de pas faire la Saint-Gouin comme sur la Saint-Élion et de pas finir avec des genoux en kit. Le corps a l'air plutôt bien, je sens que j'ai la vélocité dans les jambes, ça fait 2 semaines que je suis là, je suis acclimatée, j'ai beaucoup moins de mal à respirer. Donc prendre du plaisir, aller au bout, et dans ma tête je m'étais dit, ce serait quand même bien de la placer dans les 15 heures, cette course. C'est à peu près ça. J'ai vu sur Instagram d'ailleurs que tu avais une grille assez précise de tes allures, de tes points de passage, tout ça, tu avais préparé aussi méticuleusement, tout ça, bien étudié ? Oui, j'avais passé du temps à le préparer, c'est surtout parce que j'ai bénéficié de l'assistance de ma maman sur cette course, et la Saint-Élion avait été compliquée pour elle en termes d'assistance parce que j'avais justement pas fait une bonne estimation. Donc là, j'ai repris point par point en fonction de l'ascension, du pourcentage, des descentes et tout, pour essayer de lui établir la liste précise avec une bonne fourchette de ce que j'étais censée faire. Bon, comme toujours. On la retrouve pas congelée sur le bord de la route. C'est ça. L'idée, c'était d'éviter de la retrouver congelée, surtout quand ils ont annoncé les changements de météo. Ma petite maman, elle a plus de 60 ans, donc elle a du courage, mais faut pas non plus, faut pas pousser, quoi.
Tu retires donc ton dossard le samedi 31 juillet, qui est la veille du départ. Vous avez droit à une séance de briefing en fin de journée qui est assez préoccupante sur les conditions qui se profilent pour la course, tu nous l'as dit. Est-ce que pour toi, c'est une source d'inquiétude ? Est-ce que c'est une déception ? Qu'est-ce que tu ressens quand on t'annonce ce programme-là ? Est-ce que c'est ce que tu imaginais d'une course le 1er août en France ? Je vais utiliser une phrase un peu grasse. Ça fait 2-3 jours qu'on nous annonce que la météo va être mauvaise. Baisé mais pas surpris. Cette fois-ci, bien avant le briefing de course, je pars en magasin de montagne et j'ai acheté une Gore-Tex de bonne qualité parce que ce qui avait été le plus dur pour moi à la Saint-Élion, c'était justement que j'avais pas quelque chose d'adapté à la pluie, tout ça. Donc là, on nous annonce de la pluie, on nous annonce du froid, on nous annonce une limite pluie-neige à 2300 mètres, on est censé monter jusqu'à 2007 3 fois. Donc j'aime autant dire qu'on se dit qu'on va finir comme des petits esquimaux dans la montagne. L'idée c'est ok, le briefing il annonce ça, les affaires elles sont prêtes, t'as des caleçons, t'as les chaussettes de rechange, t'as 2 paires de chaussures pour ta course, t'as des épaisseurs, s'il faut en mettre plus, s'il faut en mettre moins, c'est pas un problème, on s'adapte, mais on s'arrêtera pas à cause de ça. Et de toute façon on a une couverture de survie, je sais pas combien j'ai de paires de gants parce qu'une fois qu'ils sont mouillés, faut les changer et il faut les faire sécher, voir l'assistance. Donc non, je me dis bon c'est pas grave, s'il pleut, il pleut, hein. On va pas s'arrêter maintenant. C'est pas ce qu'a pensé l'intégralité des concurrents, parce que sur les 160 inscrits, à 3h du matin, on n'était plus que 130. Hein. D'accord, allez, c'est pas mal, 20% de perte. Quelle stratégie de sommeil tu avais adoptée pour être dans les meilleures dispositions, puisque le départ est donné à 3h du matin? Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce que c'est facile et intuitif d'aller se coucher pour quelques heures et se réveiller en milieu de nuit? Et puis on sait par nature que les veilles de course, c'est quand même assez compliqué à gérer en termes de stress et d'émotion. Comment est-ce que, quel choix tu as fait toi pour cette soirée? Est-ce que ça a été réussi pour toi cette phase de sommeil? Tu as réussi à quand même gagner quelques heures? Moi, j'ai opté pour un réveil plutôt tardif le samedi, bien profiter de la nuit, en sachant que j'étais au camping et qu'il avait quand même plu toute la nuit, donc c'était pas évident non plus de dormir. Pour la stratégie, je mange vers 20h une bonne grosse assiette de pâtes de veille de course. Quelle drôle d'idée. C'est marrant quand même. J'ai une préférence d'ailleurs pour les spaghettis, c'est plus facile à digérer. Et ensuite, moi j'avais opté pour me coucher à peu près vers 21h. Pour être sûr de me reposer, j'avais le casque anti-bruit qui fait, diffusion de musique anti-bruit sur les oreilles, le masque sur les yeux parce que à 20h il fait pas nuit en plein été. Et puis l'option c'était dormir à peu près 4 heures pour savoir que j'avais un cycle de sommeil entier, sachant que le premier est le plus récupérateur. Debout aux environs de 1 heure à peu près, 1h30, pour sauter dans les vêtements qui étaient restés dans le duvet avec moi parce qu'il faisait pas très très chaud. Et puis l'idée, c'était ce cycle de sommeil d'au moins 4 heures, en sachant que, comme on dit, veille de course, c'est extrêmement compliqué de trouver le sommeil et l'apaisement. On est stressé par je vais louper mon réveil, si jamais je loupe le départ. Est-ce que j'ai pensé à ça? Est-ce que j'ai mis ça dans le gilet d'hydratation? Est-ce que j'ai fait ça? Attends, faut que j'envoie ça. Donc dans la nuit, au moment où je me couche, pendant une petite demi-heure, j'ai encore le cerveau qui mouline sur tout un tas d'informations. J'ai envoyé des SMS à ma mère qui, elle, devait certainement déjà être couchée, je pense, pour assurer les derniers détails. Parce qu'on a beau s'être préparé pendant des mois, les dernières heures avant la course, on a des tonnes d'informations qui nous traversent le cerveau. Mais vraiment là, quoi. Donc voilà. Ça y est, nous sommes le dimanche 1er août 2021, il est 3h du matin, nous sommes à quelques minutes du départ. Quel est ton état d'esprit à cet instant-là? Est-ce que tu es encore un peu stressée, sereine, impatiente d'en découdre? Qu'est-ce que tu ressens? À ce moment-là, je suis contente, il pleut pas. Très sérieusement, il est 3h du matin, il fait à peu près 10-12 degrés. On n'a pas une goutte de pluie, depuis 1 heure il ne pleut plus, donc on se dit c'est génial, on fait un départ sans pluie et c'est quand même hyper agréable. Je découvre qu'effectivement on n'est pas nombreux. J'en ai fait rire beaucoup parce que je suis allée jusqu'à la ligne de départ avec un sac poubelle sur moi pour, la chaleur, 2, l'humidité. Et c'est efficace, au niveau du style, on repassera, mais en tout cas, ça a le mérite d'être très efficace. C'est extrêmement efficace. Pour tous ceux qui veulent s'inscrire à la Saint-Élion cet hiver, je vous conseille le sac poubelle de 100 litres, c'est le top du top. Et voilà. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Albel, je précise. Et du coup, j'ai opté pour
pour ça, je passe le départ, le contrôle du sac. Ils ont contrôlé 2 choses à ce moment-là et je pense savoir pourquoi ils l'ont fait. Le téléphone portable et la couverture de survie. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, sincèrement, c'était peut-être la seule chose qu'il fallait avoir sur soi vu ce qu'on allait traverser. Est-ce que tu peux nous parler de tes sensations sur les 5 premiers kilomètres de course ? Démarrage, ces premières minutes ? Ah bah alors là, le démarrage, à ce moment-là, je sens toute la semaine de surcompensation. J'ai énormément d'énergie. Puis ça fait une semaine que je fais rien, donc j'ai qu'une envie, là, c'est remonter. Et pourtant, la première montée, je l'ai quand même montée 3 fois sur ma semaine de préparation. C'est une bonne montée de 10 km où on prend 950 D+, quand même dans le museau. Et au bout, sans mentir, au bout de 3 km, je suis déjà seule sur le sentier. Ça s'est tellement étiré, on est tellement peu nombreux que je suis déjà seule, avec ma playlist dans les oreilles. Peinarde. Tranquille, peinarde, c'est vraiment ça. Et voilà, et la paix de zèle, et le chemin large, et je vois à peine de la lumière au bout du chemin devant, à peine derrière, et c'est déjà très agréable. À compter du 5e kilomètre, la donne change un petit peu puisque le temps se dégrade avec un brouillard particulièrement épais, ce qui manque pas de perturber l'orientation sur la course. Comment est-ce que tu te sors de cette partie de cache-cache ? Ah bah là, c'est assez drôle parce que au début, j'ai l'impression que c'est moi qui est trop chaud et que je suis en train de faire de la buée devant ma Petzl. Donc du coup, j'essaye de respirer autrement et tout. Puis là, je regarde ailleurs, j'arrête de respirer et je me dis « Ah non, on est en train de rentrer dans la soupe de pois. » Mais c'est quand même bizarre parce qu'on est encore bien dans les bois à ce moment-là. C'est la soupe de bois, c'est un autre style. C'est ça, c'est une soupe de bois. Et je me dis, non mais là, ça va être compliqué parce que... Donc à ce moment-là, dans les bois, on arrive encore à distinguer. Ils nous ont mis un balisage pour la partie nuit avec des petits drapeaux et à l'intérieur des petits dispositifs réfléchissants. On se dit, cool, on les voit encore. C'était sans compter sur le fait que certains pouvaient pivoter, que certains pouvaient se mettre dans l'autre sens et on voyait plus le dispositif réfléchissant. Mais j'arrive encore à me repérer. Je suis un petit hibou, j'ai une bonne vision diurne et du coup, j'arrive encore à repérer les petits balisages. Quelques kilomètres plus loin, je commence à retrouver des coureurs qui, eux, ne retrouvent plus le balisage. Là, ça devient assez drôle. Tu poursuis donc malgré tout ta route, tu enchaînes les premiers cols et les premiers ravitaux, les conditions météo, elles continuent d'être assez compliquées, mais tu contrôles malgré tout bien ta course jusqu'au kilomètre 20 ? On va dire que oui, jusqu'à peu près au kilomètre 20, ça va. Je me rappelle arriver sur le premier ravito avec 5 minutes d'avance sur mon estimation, donc je me dis mais c'est génial, je suis hyper à l'aise. Je quitte le premier ravito, bon, échec, le pied droit finit dans un cours d'eau et la chaussette va me coûter cher sur le bout du doigt de pied. Une ampoule à la clé. C'est la seule cloque que j'ai eue d'ailleurs. Je continue, on doit passer le col de Sommières, le jour se lève mais on le voit pas, enfin on voit que le brouillard autour de nous s'éclaircit mais on voit toujours pas à plus de 100 mètres, c'est très compliqué d'ailleurs de redescendre parce que en fait ils ont mis une grande élongation sur les points de balisage à ce moment-là en pensant certainement qu'effectivement comme c'est des grandes lignes droites et qu'on voit bien les virages en dévers, on arrivera à se repérer. Sauf que avec l'épaisseur du brouillard, quand le jour se lève, c'est encore pire en fait de repérer les balisages à l'intérieur. La descente, elle se fait bien. Je remonte le col de Sommières, ça va. Il fait froid. Je me souviens, j'arrive à moins de 100 mètres du col de Sommières. Gros coup de froid et ça commence à faire des sensations qu'on n'est pas franchement habitué à avoir en première route. Là, j'ai eu l'impression d'avoir le nez et la bouche qui piquaient un peu comme sur la Saint-Élion. Je me suis dit non, c'est quand même étrange comme situation. Et j'ai eu de la peine pour certains coureurs qui avaient eu la grande idée de partir avec la jolie tenue, un peu comme la compression blanche mais version rouge, le petit short, la petite compression t-shirt à manches longues, pas de Gore-Tex, pas de gants, pas de bonnet. J'ai dit, mais lui, il va finir en hypothermie dans 300 mètres, il va s'écrouler dans un ravin, quoi. Donc moi, je suis encore bien, je m'alimente. Ça monte plutôt pas mal. Mais oui, jusqu'au kilomètre 20, jusqu'à ce que je commence à croiser les premiers névés et que je fasse de la patinette sur la traversée, on est pas mal. Tu retrouves ensuite ta mère au refuge du Mont-Cenis, un peu en retard sur le plan de course. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là et qu'est-ce que ça te procure de l'avoir ? Est-ce que c'est déjà rassérénant, ça fait du bien ? Enfin, voilà, c'est un vrai bénéfice pour toi. Ça fait énormément de bien pour 2 choses. La première, c'est je vais mettre des fringues sèches. Et on a beau dire ce qu'on veut dans une course, c'est génial de mettre des fringues sèches.
Donc c'est je vais mettre des fringues sèches et je vais changer mes chaussettes parce que là pour le coup on avait traversé beaucoup de boue, donc ouais, ça c'était sympa. Et puis T'es plus contente de retrouver ta mère ou les fringues sèches? Je suis contente de la voir et surtout je vois ma montre et je me dis mon Dieu, depuis combien de temps elle est en place? Elle m'avait dit qu'elle allait s'y mettre à 7h, il est 7h55. Elle doit être congelée. Donc oui, moi sur l'estimation, je pensais arriver à ce refuge aux environs de à peu près 7h30. Je suis arrivée plutôt à 8h10. Sauf que ma mère, pour être sûre de ne pas me rater, expérience précédente de la Saint-Élion, elle s'est mise en place à 7h. Elle s'est mise en place sans les gants, sans le bonnet, en pensant absolument pas que ça allait se couvrir comme ça au niveau du refuge du Petit Montcenis. Et c'était une partie légèrement dégagée avec du vent. Et je lui dis, mais enfin maman, pourquoi tu t'es pas mis sous... Elle avait pris un espèce de gros poncho plastique pour me protéger et pour que je puisse me changer. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne t'es pas mis en dessous? Protège-toi, moi quand je suis pas là, c'est pas grave en fait. Donc bon, elle est là, je me change, je refais le ravito et tout. Et je dois la retrouver au prochain ravitaillement, mais je sais qu'elle a au moins 2 heures devant elle pour y retourner. J'ai dit, bon maintenant, tu te préserves, tu te réchauffes et tu m'attends là-bas. Et par chance, ce prochain ravito, elle m'a attendu sous le soleil pour elle. Donc ça, c'est vraiment sympa. Tu pars du ravito et s'offre à toi maintenant un gros morceau qui est le col de la Beccia. Je ne sais pas si je prononce bien, à l'italienne de Beccia. Alors là-bas, ils disent de la Beccia, mais oui, le col de la Beccia avec la redescente de la petite Tura, c'était quelque chose. Hein. En fait, le pire, c'était monter le col de la Beccia parce qu'à ce moment-là, on croise les coureurs du Trail Bleu qui, eux, arrivent à une cadence folle avec des grandes pattes. Ils courent parce que c'est les premiers, en fait, qui arrivent sur nous. Ils courent, ils montent. C'est un format plus court, le Trail Bleu ? Oui, il est beaucoup plus court. Je crois qu'ils partent sur une base de 30 ou 35 km. Et effectivement, donc c'est des coureurs qui sont beaucoup plus rapides sur ces portions-là. Et puis quand on a les 20-30 premiers qui arrivent, en principe, c'est des grandes girafes. C'est pas pour vous critiquer les mecs, hein, mais vous passez à côté de moi avec des jambes qui m'arrivent à peu près à la poitrine, forcément il y a un moment j'ai des complexes quoi. Mais voilà, c'est des hommes souvent qui ne marchent pas, qui courent même dans les montées, et à ce moment-là j'aimerais avoir leurs jambes et leur rebond on va dire. Et effectivement cette montée elle est dure parce elle paraît interminable, et puis elle est légèrement accidentée, très étroite. Là, pour le coup, on a vraiment l'impression qu'on monte sur des arêtes le long d'un mur. Il y a un moment où je me suis dit, par chance, heureusement, le brouillard est là, parce que quand je l'avais fait en reconnaissance, j'avais eu peur. Moi, j'ai le vertige, et franchement, j'avais eu peur parce que ça paraissait vraiment très serré. Donc là, avec le brouillard, au final, je ne voyais pas en bas, je ne voyais pas en haut. Mais le fait de ne pas voir en haut, on se dit, mais quand est-ce que j'arrive au bout? Et quand on arrive au bout, par chance... On sait que ça y est, on est au bout, sauf que là, on rentre dans un espèce de goulot et on a pris du vent, mais plein la tronche. Alors ça redescend, mais des fois, ça soufflait tellement fort que ça me faisait faire des petits rebonds en arrière. Donc on descend, et à un moment, petite éclaircie, petit soleil, et alors je sais que je sais un petit panneau solaire parce que à ce moment-là, j'ai beaucoup plus eu envie de recourir, je savais que c'était reparti, quoi. Donc il y a ce passage où tu t'en mets plein les yeux, enfin c'était bien mérité après ce début de course un peu délicat. Tu arrives ensuite au ravitaillement du col du Mont-Cenis au 35e kilomètre, une petite pause réparatrice qui fait du bien, tu remets tous les compteurs à niveau. Et devant toi s'annonce maintenant un tronçon de course assez délicat pour les 20 km qui suivent, avec un timing qui commence à être assez serré. Pour rester dans la course, on n'a pas trop parlé là, de ton rythme jusqu'à maintenant. La barrière horaire, c'était un sujet que tu avais en tête, c'était un sujet de préoccupation pour toi jusqu'à maintenant, ou c'est un sujet que tu n'avais pas du tout considéré et qui petit à petit commence à devenir un peu prégnant parce que tu vois le temps passer et un peu le retard par rapport à tes temps de passage qui se précisent? Comment est-ce que tu vis ce moment où peut-être tu prends conscience qu'il y a un petit sujet sur le rythme auquel tu évolues? En fait, quand j'arrive sur la descente de la petite Tura, je regarde ma montre, je sais combien de temps il me faut pour être en bas puisque j'ai déjà descendu cette partie-là. Et là, je réalise que la barrière horaire qui se trouve à Bessan au kilomètre 55, ça commence à devenir un sujet auquel il faudrait que je m'intéresse un peu et que la gestion de l'effort va peut-être falloir la mettre un peu sur le bas-côté parce qu'à ce moment-là, je commence à avoir un peu peur en fait. Donc je descends assez rapidement sur le col du Mont-Cenis. Il fait super beau, donc là je change tout, hein, le haut, le bas, les chaussures. Je fais la partie alimentation, j'en profite pour le pipi de course parce qu'on a beau dire ce qu'on veut avec tout ce qu'on boit, il y a un moment où il faut que ça ressorte. Et quand il fait froid, malheureusement, on ne transpire pas tout.
Et puis je repars, franchement, je suis bien revigorée. Au prochain ravito, c'est en pleine montagne. Je sais que je n'aurai pas ma mère sur l'assistance. Je lui ai demandé exprès de ne pas venir parce que je voulais pas l'embêter. Elle, je la vois justement à la barrière horaire. Et à ce moment-là, en gros, si je dis plus de bêtises, je crois qu'il me reste... il doit me rester à peu près quelque chose comme 4 heures. Et je suis censée aller sur ma prochaine barrière horaire. Sauf que j'ai mon dernier col à 2700 mètres, pas des moindres, le plus haut. Et vu qu'on voit pas la pointe en fait de là où je me trouve, non seulement c'est le plus haut, mais je pense que ça doit être le plus froid. Donc j'attaque, je sais combien de temps il me faut pour monter et je perds pas de temps en fait. Je repars vraiment avec un gros rythme, les bâtons et puis en avant, je pense bien à manger pour éviter les crises d'hypoglycémie. Au niveau de la gestion des compléments, des gels et tout ça, j'ai super bien suivi le truc, donc j'ai pas de douleur, j'ai pas de décharge d'acide lactique, il y a un peu de fatigue, mais ça, c'est un peu normal, j'en suis quand même à 35 km à ce moment-là, et j'ai pris une bonne partie de mon dénivelé dans le museau. Mes 2 plus gros cols sont derrière moi, donc il me reste le dernier gros col. Donc oui, je repars sur cette belle ascension en direction du col de la Mette, en sachant que vu la météo, je vais pas réussir à voir le lac du Mont-Cenis de l'autre côté. Après 2 heures totalement frigorifiques et frigorifiantes, je ne sais pas si l'adjectif existe, tu arrives au 4e ravito de la course, au kilomètre 45. La pression de la barrière horaire continue de se faire de plus en plus grande pour toi, puisque il te reste un peu plus de 2 heures pour rallier Bessan, qui est à une dizaine de kilomètres de là. Oui. Qu'est-ce que tu te dis là? Il y a urgence? Je fais une note d'humour même avec les gars qui sont avec moi au ravito, parce qu'on se suit à peu près tous, on se rend compte qu'on est 5 ou 6, toujours à peu près sur la fin de vague, et je dis « Ah cool, je suis pas la dernière, vous êtes encore là ?» Je dis « Bon, par contre, maintenant c'est fissa, parce que la barrière horaire, on l'a un peu accroché au cul, quoi. » On le joue sur la note de l'humour, mais j'ai pas leurs jambes à eux. Je sais qu'eux, s'ils veulent mettre un coup de calgon, c'est des hommes, ils ont plus de vélocité, plus d'appui. Moi, je sais que la partie descente, si elle est roulante, tout va bien. Si elle est technique, ça va forcément décaler mon temps de descente. Et c'est un peu ce qui se passe, c'est que la première partie de la descente, elle est quand même relativement technique. Et plusieurs fois, on se retrouve avec des rampes d'acier, des choses où moi, je suis obligée de glisser sur les fesses pour arriver à mettre le pied en bas. Donc bon, il y a des souches, il y a des marches de cailloux, il y a des petits trucs qui se resserrent où il faut faire gaffe parce que c'est des vrais coupe-chevilles. Mais c'est pas grave, je me dis, bon, c'est de la descente. À un moment, il y a une petite bosse. Là, la petite bosse, je l'ai jamais trouvée aussi longue, alors que c'était la plus petite bosse de ma course. Mais je me dis, bon, ça passe quand même. Non, vu le temps qui me reste, je suis sûre que je peux le faire. Je donne tout. J'ai effectivement tout donné. Vraiment. Donc tu descends à tombeau ouvert vers le village après ces passages un peu techniques. La descente n'en finit pas malgré tout et le constat est malheureusement de plus en plus clair. Tu as la certitude que tu vas être mise hors course, sauf que le speaker et surtout ton chrono n'en ont visiblement pas décidé ainsi. Oui, en fait, quand je dis je me bats jusqu'au bout, c'est que j'ai fait une descente complètement hors limite, sans aucune gestion physique, où je me dis tu tentes le tout pour le tout, et puis même si ça passe pas, t'arrives avec fierté et en courant. Et du coup, tous les gens qui me voient passer, parce que je suis quand même la dernière de ma course à ce moment-là, ils me voient passer ah c'est bien, faut pas lâcher et tout. Et plus j'avance et plus je dis non, mais de toute façon là, c'est mort en fait. J'ai arrêté de regarder ma montre, j'ai arrêté de regarder mon chrono. Et pour moi, en fait, même si je cours jusqu'au bout, je ne passerai pas. Je vais être DNF en fait, parce que je n'arriverai pas à franchir la barrière avant 15h15. Et effectivement, j'arrive sur le village. Cette arrivée est interminable parce qu'on a l'impression qu'on tourne autour du village avant d'y arriver. Mais ça me rassure parce que tous mes collègues m'ont dit la même chose. On arrive, il y a une grande ligne droite à travers les champs. Et puis là, pouf, on bascule dans le village. J'entends le speaker. J'enlève un écouteur. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On fait arrêter de la traversée. Je traverse la route pour arriver sur le point de ravitaillement et là, le speaker annonce « Félicitations à la dernière concurrente qui franchit la barrière horaire 2 minutes avant. » Pardon? Mais là, j'ai fini, moi. Je vais pas plus loin. De toute façon, j'ai plus de jus, quoi. Enfin, la carotte est vide. J'ai un temps de chaud-froid où je me dis j'ai passé la barrière horaire. Waouh, trop bien. Et puis, il y a eu un moment j'ai passé la barrière horaire. Ah non, faut que je continue, là. Mais j'ai plus de jus dans la carotte. Puis après, je me dis, ah non, mais t'as pas le droit, t'as passé la barrière horaire, maintenant tu te bats, quoi. Donc je fais un rapide 360.
Et je vois ma mère en fait en train de gesticuler de l'autre côté de la barrière pour me dire je suis là, viens à moi et tout. Je fonce sur elle et là je fais à l'essentiel. J'ai juste le temps de changer un t-shirt, de changer les chaussettes parce que ça c'est hyper important, de reprendre tout ce qu'il me faut pour finir ma course parce que normalement je suis censée ne plus la revoir jusqu'à la fin. Et je repars, je crois, 1 minute après la fin de la barrière horaire. Je suis restée 3 minutes sur le ravito. En gros, je repars en courant avec mes bâtons. J'ai plein de gens qui m'applaudissent parce que je suis limite borderline et puis je suis encore là, quoi. Et sauf que à 15h15 pile, les serre-files, ils sont partis du ravito. Ils ont commencé à enlever le balisage. Donc là, je prends la montre, je passe en mode plan parce que je me rends compte qu'il n'y a plus aucun balisage sur le chemin, même si je suis quasiment certaine d'être au bon endroit. Et en fait, je les ai retrouvés à 2 km du village parce qu'ils avaient fait une pause. Et là, ils m'ont vu stupéfait, genre « Mais elle sort d'où, elle ?» Elle a passé la barrière horaire, elle est encore là. Donc après ce moment-là, on va dire du kilomètre 57 jusqu'à la fin, je vais les avoir derrière moi à peu près 250 mètres. Donc tu nous l'as dit, ça a été assez ambivalent finalement d'avoir à te relancer puisque tu as eu les deux émotions de la surprise, la satisfaction et puis l'idée de se dire qu'il va falloir puiser pour relancer la machine. Est-ce que la course elle redevient jouable dans ton esprit ? Est-ce que d'un seul coup tu t'entrevois la possibilité de rallier la ligne d'arrivée ou tu te dis que ça va être encore un combat de chaque pas et de chaque seconde à ne pas perdre pour franchir les barrières horaires qui te séparent encore de l'arrivée ? On va dire le petit Marcassin à ce moment-là, il refait surface et il se dit coûte que coûte, on y va, on fonce, on a une opportunité d'y arriver. Donc on n'a pas le droit, en fait, pour tous ceux qui sont DNF, on n'a pas le droit de dire oh non, c'est trop dur, j'arrête. Donc à ce moment-là, mon corps, il est encore capable de le faire, sauf que là, je rencontre une autre difficulté que j'avais pas encore perçue jusque-là, c'est que je décide de remettre un coup de calgon et de courir. Bon, pas grand-chose, hein. Je me dis, bon, si je cours à 7 le kill, 6,45-7, c'est un bon rythme, je trottine, on est bien, t'es fatigué, mais on est bien. Et puis je découvre que mes poumons, ils sont brûlés, en fait, parce qu'on a traversé quand même presque 9 heures de brouillard givrant, et comme on n'est pas en hiver, j'ai pas mis de cache-cou sur mon nez, et le brouillard givrant est venu gentiment cramer l'intérieur de mes alvéoles. Et là, mes poumons me brûlent, ma gorge me brûle quand je cours. Et j'ai l'impression d'aspirer du poivre, en fait. C'est vraiment pas très agréable. Voilà. Et du coup, bon, je dis, ok, trottiner, ça me demande trop au niveau respiratoire. Je vais marcher à très très bon rythme. Et je suis sûre que ça peut le faire. Donc, je prends des calculs. Hein. Je suis toujours dans le calcul, de toute façon. Donc, je calcule et je me dis, ok, tu sais que t'as la montée, t'en as pour tant de temps. Mais si le reste des kilomètres d'avant et d'après, tu marches à bon rythme, la prochaine barrière horaire, elle passe, c'est 18h10, je suis sûre que tu peux l'avoir. Bon, ça s'est pas passé exactement comme ça. Donc on l'a compris, cette relance, elle s'est avérée assez rapidement compliquée. Tu vas te lancer dans une 5e ascension qui va aussi sonner le glas de tes espoirs sur la course. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment où tu as été amené à prendre une difficile décision ? J'attaque cette dernière ascension en sentant mais vraiment que mon corps, il est fatigué, quoi. Mon corps est fatigué, j'ai déjà fait cette ascension. Je la connais, je suis montée jusqu'au refuge de Vallonbrun. Je sais que le premier kilomètre, il est très raide. Et après, en fait, ça s'adoucit et ça fait des grands zigzags. Donc, je me dis, bon, tu t'accroches, tu lèves les pieds. Et de toute façon, un pied devant l'autre, de toute façon, tu iras forcément plus loin que rester sur place. Je monte. Au début, en plus, je suis déjà venue, mais je me trompe quand même de chemin. Je fais demi-tour, je continue. C'est bon, il y a les jalonnages. Je monte. Puis il y a eu un moment, en fait, où j'ai pris un 220 volts dans le corps. Ça, c'est vraiment pas bien, mais d'un coup, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait de la douleur jusque-là et de la fatigue, mais rien m'empêchant de mettre un pied devant l'autre. Et là, à ce moment-là, c'est comme si mon corps, j'avais pris, je sais pas, un bus dans la tronche, et là, il me dit « Stop, t'iras pas plus loin ». Et j'ai les hanches qui se bloquent, c'est même plus des biscottes, tout est verrouillé, on dirait qu'il faut mettre du W40, ça fait 50 ans que c'est dans le garage et en train de rouiller. J'ai les genoux, j'ai vraiment beaucoup de mal à lever les jambes pour plier les genoux, même avec les bâtons, même tenir les bâtons, en fait il y a tout mon corps, à un moment il fait une panne moteur. C'est comme si j'avais d'un seul coup plus de jus dans mon corps. Et là tu penses que c'est la tête qui commande ou c'est ton corps qui vraiment a pris le dessus et a dit stop ? À ce moment-là, je me dis non, t'as pas le droit, tu te bats et tout, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des coups de calgon et tout. Donc j'essaye, je continue, je fais 100 mètres de plus. Et puis, je sens en fait que j'ai carrément les larmes qui me coulent sur les joues, parce que la douleur, je la commande pas, mais mon corps, il m'envoie tous les signaux qui vont avec.
J'avais eu des petits signaux sur la descente jusqu'à Bessan, mais je les avais volontairement pas écoutés parce qu'à ce moment-là, je me suis pas accordé le temps de le faire et surtout, il était hors de question que je m'arrête. J'étais en descente, donc tout à fait à même de continuer. Mais là, je sens les larmes qui me coulent sur les joues et je me dis « Ah ouais, mais là, il y a un problème. T'as jamais été dans cet état-là. » Et je repense à cette fin de course de la Saint-Élion où j'arrive en boitant avec un genou qui a l'air d'un œuf et je me dis ça sert à quoi si tu te flingues le bassin et que demain on te dit que tu t'es pété quelque chose, que l'ostéopathe t'engueule, que le kiné te dit que t'as flingué un ligament, que tu pourras jamais retourner sur une course. Ça va te servir à quoi en fait là à ce moment-là d'aller plus loin? Donc c'est ça le moment auquel tu décides de prendre cette décision. Ouais, on est au kilomètre 61. Il vient de sonner sur ma montre. Je sais que j'ai encore 2 kilomètres avant d'arriver en haut. J'ai 1 kilomètre derrière moi, le plus raide, sauf que dans l'état où je suis incapable de redescendre ce kilomètre-là. Et donc, je m'assois sur un caillou, face en fait à la montée du chemin pour que les serfils me voient, et je les attends. Et en fait, c'est les serfils, je les remercierai jamais assez. En fait, c'est un papa et sa fille. Et elle arrive, elle me dit ça va, j'ai fait non, là ça va plus du tout. Donc c'est pas un serfil, c'est un père-fille. C'est ouais. presque pas c'est ça. Et j'ai dit là ça va pas du tout. Là la question que je me pose c'est si je vais jusqu'en haut parce que c'est dur mais j'arriverai plus à monter qu'à redescendre. Elle me dit si je vais jusqu'en haut, est-ce que quelqu'un peut me rapatrier parce que je pourrais pas redescendre à pied. En fait là je pourrais pas redescendre. J'ai tout l'effort qui permet de retenir son corps. Les muscles en fait qui permettent de descendre sont beaucoup plus petits que les muscles qui permettent de remonter au niveau du corps et des jambes. Et il faut savoir quand on est épuisé, c'est plus facile de continuer à monter que de continuer à descendre. C'est bizarrement foutu, mais c'est comme ça. Du coup, je me dis, voilà, là, si je continue, si je vais jusqu'à la fin de mon 5e col, malheureusement qui n'est pas le dernier, est-ce que là-haut, quelqu'un peut me rapatrier au PC course ou est-ce que là, il faut que je redescende, que je fasse les 1 km dans le sens inverse, en sachant que je vais devoir les faire sur les fesses à chaque marche parce que je n'arriverai pas à me retenir. Donc, ils ont passé les appels nécessaires et il y a un volontaire, en fait, en haut du col qui attendait avec sa Jeep et qui m'a dit, qui a répondu « Non, c'est bon, faites pas monter le PC course, je pourrais la rapatrier au village. » Qu'est-ce que tu as en tête lorsque tu es dans le véhicule de rapatriement? Est-ce que tu es déçu pour toi, pour ton entourage? Tu cogites et tu cherches des explications ou tu as juste envie que ça s'arrête et d'évacuer tout ça et de passer à autre chose, en tout cas à cet instant-là? Juste avant de monter dans ce véhicule-là, il y a un épisode qui m'a bouleversée. Je suis dans les 20 derniers mètres avant d'arrêter ma montre. Je suis en train d'arriver. Il y a une vingtaine de personnes qui sont au courant que je suis la dernière de ma course et que j'abandonne. Et ces 20 personnes m'applaudissent très chaleureusement jusqu'à ce que j'arrive en haut. Et ça m'a bouleversée. J'ai fini avec des larmes mais énormes parce que je suis en train de mettre fin au projet de mon année. Et j'étais dans la douleur et puis c'est vrai qu'on est vachement plus à fleur de peau dans ce genre de contexte et là ça m'a bouleversée et donc après effectivement je remercie ces personnes, je monte dans la Jeep tant bien que mal parce que franchement j'ai l'air d'un culbuto, là c'est une catastrophe, j'arrive même pas à enlever mon gilet de mon dos, enfin bon je monte là-dedans, le bénévole adorable qui me propose une couverture, une veste, ah non vous couvrez vos jambes et vous allez avoir froid, vous êtes pas bien. Il y a plein de choses qui se passent. À ce moment-là, je suis assise et d'un coup, je suis assise et je fais « Oh, ça fait du bien ». En fait, j'avais vraiment mal, quoi. J'aurais pu faire ce que je voulais, j'allais pas plus loin. Et puis après, c'est « Ouais, mais t'aurais pas pu quand même. T'aurais pas pu pousser un peu plus loin. T'aurais pas pu mettre ton cerveau sur off pendant quelques kilomètres. Essayer au moins. » Et en fait, en descendant avec la Jeep, le bénévole me dit « Ah, voyez, ça descend par là et ça descend par là. » Et je vois mais ils ont descendu des murs. Et à ce moment-là, je réfléchis et je me dis non. En fait, t'aurais continué, t'avais une chance sur 2 de te tuer aujourd'hui. Mais vraiment, j'en ai pris conscience. La descente était... En fait, en gros, ce qu'on venait de monter sur 3 km, on le descendait sur 1,5 km. Donc c'était extrêmement raide. Et à ce moment-là, je me dis, le risque, c'est le pied qui glisse, une pierre qui se loupe, la tête qui finit sur un rocher et terminé. Au revoir Laetitia. Franchement... Donc tu dis que tu as pris la bonne décision? Je me dis, à ce moment-là, de toute façon, c'était la décision la plus sage. La meilleure, j'en saurais jamais rien, mais la plus sage, ça c'est sûr, pour revenir. À ce moment-là, je me dis, je suis extrêmement déçue. Je me rappelle envoyer seulement un SMS à mon conjoint en lui disant j'ai dû arrêter. Et j'ai honte en fait, parce que j'ai toujours
Et c'est pas bien, mais aujourd'hui, je sais que je le ferai plus. J'ai toujours fustigé les gens qui abandonnaient sur une course parce que j'ai dit, t'as eu les yeux plus gros que le ventre, t'as pas choisi le bon dossard. Et là, j'ai dit, mais non, aujourd'hui, tu fais partie du panier. Alors maintenant, il faudrait peut-être prendre en considération le fait qu'il y a des raisons pour lesquelles on arrête une course. Et c'est pas forcément par manque de volonté. Des fois, c'est juste parce que faut peut-être avoir l'humilité de se dire que là, le gâteau, il était trop gros. Et puis c'est courageux de prendre la décision d'abandonner aussi, même si le corps dit stop, c'est une décision qui est extrêmement délicate. Ouais, c'est difficile, mais c'est bien parce que avec du recul, quelques jours après, j'ai pas de douleur, j'ai pas de blessure, j'ai peu de courbatures et finalement, j'ai juste un corps qui a fait une panne, quoi. Il m'a fait le coup de la panne, le salopard. Combien de temps est-ce qu'il t'a fallu pour pleinement accepter cette décision ? J'imagine que c'était d'autant plus difficile quand on a le sentiment d'avoir entrepris tout ce qu'il fallait lors de la phase de préparation, parce que parfois on abandonne parce qu'on arrive moyennement préparé, ou un peu en chaussettes et tout ça. Là, dans ton cas, tu avais vraiment entrepris les choses pour te donner toutes les chances de succès, même si on sait qu'en trail, on est sur la ligne de départ, mais personne ne peut prétendre avoir la certitude d'être sur la ligne d'arrivée. Combien de temps il faut pour encaisser tout ça et en tirer des enseignements, et j'imagine positifs autant que possible ? Alors, à chaud, je dirais que j'ai pris à peu près 72 heures avant d'accepter. Et c'est quand j'ai posté un article sur mon abandon, les raisons de mon abandon. J'avais besoin d'expliquer, pas pour me justifier, mais pour dire, j'ai arrêté pour cette raison-là, parce que c'était difficile et parce que c'est toujours aussi difficile pour moi d'accepter que j'ai dû arrêter sur une course. Et j'ai eu, sans mentir, des dizaines et des dizaines de messages de félicitations, d'encouragement, on va dire de réconfort aussi. Donc ça a été énorme. Après, vraiment, je pense qu'on n'accepte jamais, au fond de soi, d'avoir dû arrêter sur une course. Au moins pas tant qu'on en a fait une autre qu'on a terminé. Et aujourd'hui, pour moi, la difficulté, c'est que tant que j'aurais pas porté un dossard jusqu'à la ligne d'arrivée, j'accepterai pas encore pleinement que même si c'est une bonne décision, parce qu'une semaine après, je pars courir et je fais quand même 10 km, mais voilà, on n'accepte finalement jamais de se dire qu'on n'a pas pu amener un projet à terme. Qu'est-ce que tu as tiré comme apprentissage de cette expérience ? Que le corps est une machine qui fait bien ce qu'il veut quand il a envie, malgré tout le mental du monde. La panne de courant, enfin la panne, on va dire moteur, c'est quelque chose qu'on peut pas prévoir. Que je sais que pour arriver sur des défis pareils avec des risques de température, je pense qu'il faut que je modifie peut-être un peu mes apports caloriques. Mais c'est toujours très compliqué quand on doit éviter le glucose dans ma situation. Mais c'est pas grave, ça s'adapte. Je trouverai les solutions nécessaires. Et surtout, la prochaine fois que je m'attaquais, on va dire, à un défi de cette ampleur, il faut que je regarde les barrières horaires. Est-ce que c'est une course que tu envisages de refaire un jour, ou du moins un format équivalent ? À format équivalent, avec peut-être moins de dénivelé, je l'envisage. Choisir un secteur peut-être aussi où on va dire l'altitude est moins importante, parce que en soi, sur cette course, même si j'arrive pas au bout, je bats mon record de dénivelé sur une course. Je passe quand même 4000 mètres de dénivelé positif et je m'en suis souvenu pendant quelques jours. Mais même si j'ai pas battu la distance, j'ai battu le dénivelé. Je pense que c'est faisable. Il faut savoir que sur cette course, la barrière horaire, elle était quand même portée à 4,5 km/h, ce qui est très serré, même si, pour ceux qui connaissent pas, il faut savoir qu'une course moyenne, c'est 3,5 km/h et 4,5, c'est quand même serré. Même les gens de l'organisation m'ont dit que c'était très serré. Et j'y retournerai peut-être. Je sais que quelques jours plus tard, quand j'ai retrouvé mon conjoint qui n'était pas à l'arrivée de la course, il m'a dit c'est pas grave, si tu veux, on y retourne. C'est pas mon truc, mais je t'accompagne juste pour que tu ailles au bout. Merci beaucoup Laetitia d'avoir partagé avec nous cette course épique. On va parler maintenant un peu d'avenir et tes futurs projets. J'ai cru comprendre que tu avais une réjouissance en perspective là dans quelques semaines. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'attend d'ici la fin de l'année et puis peut-être pour 2022, si tu as les idées claires déjà sur ton calendrier ? Alors déjà, pour finir cette année, quand on est francilienne et qu'on fait de la course à pied, il y a un moment où il faut peut-être rencontrer les monuments de la course à pied. Et du coup, j'ai décidé de m'attaquer au Marathon de Paris le 17 octobre prochain. Je pense que je le terminerai. La seule chose que je ne connais pas de moi, c'est est-ce que je suis capable d'avoir une telle régularité, parce que le trail change énormément de rythme. J'ai déjà fait du semi-marathon, j'ai déjà fait plus de 25 km sur route, donc je
Je pense que la distance, j'irai au bout. Maintenant, est-ce que je vais aller au bout, on va dire, avec une jolie régularité, à moins de 4 heures au chrono ou pas? Ça, c'est encore une grande interrogation. Je suis en plein dans la préparation et je vois bien que mon corps réagit très bien à mes séances de côte, mais beaucoup moins bien aux sorties longues sur le macadam. Donc forcément, c'est pas le même impératif. Je la cours de toute façon avec mon conjoint, donc je pense que ça sera un gros leitmotiv pour nous de toute façon d'aller au bout ensemble. Pour la fin de l'année, en fonction du marathon, en fonction un peu de l'emploi du temps professionnel, je vous cache pas que ça me titille de retourner sur un format un peu plus court de la Saint-Élion. La Saint-Esprit, si je dis pas de bêtises. Saint-Express, je crois. La 45, c'est ça ? Ouais, c'est ça, la 45, parce que j'aimerais bien me retenter sur ce genre d'expérience un peu folle, de partir en pleine nuit, sous la pluie ou la neige. Oui, il faut être comme au mois d'août. Comme au mois d'août, décembre. Voilà, mais au moins on sait pourquoi il fait froid. Et pour l'année prochaine, j'ai pas du tout réfléchi. J'avoue qu'on ne sait pas encore sur quel pied danser avec ce contexte sanitaire et on ne sait pas encore vraiment si l'année prochaine on va récupérer un semblant de vie comme avant. Méthode Coué, il le faut. Mais je repartirai de toute façon à l'assaut d'un 50 miles parce que ça reste mon projet. Je m'appelle pas Mini Ultra Girl pour rien, donc je deviendrai une Ultra Girl. Je te propose de conclure cet épisode, Laetitia, non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu as une citation qui t'inspire, te guide dans la vie et qui un peu illustre ta façon d'appréhender les choses ? Alors, il y en a deux. Il y a la version humoristique, surtout dans le principe où il faut prendre les choses avec le sourire. Il y en a une sérieuse dans le sens où il faut prendre les choses avec expérience. La version humoristique, c'est « Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce ». Le bon vieux Jean-Claude Duss. Parce que finalement, il a pas tort sur un point. On se crée tous en fait des petites limites dans notre tête et on se dit « Ah non, mais je vais jamais y arriver ». Bah, c'est ça, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce, tu pourrais être surpris de ce que t'es capable de faire. La version avec plus d'expérience, c'est avant d'abandonner, regarde tout le chemin parcouru jusqu'ici. Parce que oui, on peut tous à un moment avoir envie de baisser les bras dans la vie, dans le sport, dans tout. Mais faut pas perdre de vue qu'on n'est pas au point zéro, on a des choses derrière nous et on pensait pas qu'on était capable de ça. Donc avant d'avoir envie d'arrêter, il faut se dire mais c'est pas un échec, t'as déjà fait tout ça derrière. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci Laetitia d'avoir pris le temps de nous faire vivre cette course épique qui ne s'est pas déroulée exactement comme tu l'imaginais et l'espérais, mais qui a été malgré tout, on l'a entendu, riche d'apprentissage et surtout pleine de promesses pour une nouvelle tentative dont l'issue sera, j'en suis sûr, heureuse. Il n'est jamais simple de parler d'abandon, donc merci d'avoir partagé ton expérience sans artifice. Je pense qu'elle va trouver une résonance forte auprès de nos auditeurs qui auraient déjà vécu de tels moments ou qui redouteraient peut-être d'être amenés un jour à prendre une telle décision. Merci encore pour nos échanges, Laetitia. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite, plein de belles choses dans ta vie personnelle, professionnelle, sportive, de t'accomplir pleinement. C'était hyper intéressant de pouvoir vivre avec toi ce trail noir. Merci beaucoup de m'avoir reçu, c'était un réel plaisir de partager ça avec toi. À bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.